Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de design d'expérience collaborateur. C'est un retour d'expérience avec la Maïf, avec Fanchon Ribano et Valérie Ernoux de la Maïf. Je vous laisse vous présenter avant qu'on démarre. Donc Fanchon Ribano, bonjour, je travaille à la Maïf, une petite assurance que vous connaissez peut-être, de 8000 salariés pour vous donner un petit peu le terrain de jeu dont on va parler aujourd'hui. J'ai toujours été dans les ressources humaines, donc je suis manager depuis une dizaine d'années aux richesses humaines, c'est comme ça qu'on dit chez nous, à la Maïf. Je laisse la parole à Valérie qui fait partie de mon équipe. Donc Valérie Ernoux, je suis responsable de projet donc, au sein de la direction des richesses humaines dans l'équipe de Fanchon. Et du coup, moi, j'étais pendant 25 ans manager de centres de contact dans différentes entreprises. Et je suis donc dans le projet depuis maintenant 6 ans. Merci Valérie. Merci également aux sponsors, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu. On sait qu'il y a des petites et des grandes entreprises. Pour les petites, c'est parfois des efforts conséquents de sponsoriser l'Agile Tour. Donc merci à vous, c'est grâce à vous que cet événement peut avoir lieu. Avant de démarrer cette session de retour d'expérience, on a quelques questions à vous poser pour un peu mieux se connaître, pour voilà, savoir qui est dans la salle et pouvoir adapter notre discours en fonction. Qui a déjà entendu parler du design d'expérience collaborateur? Est-ce que vous pouvez vous lever la main? Ok, quelques personnes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des personnes des RH, richesses humaines, si vous êtes à la Maïf, ou ressources humaines, si vous êtes dans d'autres entreprises? Non, ok, donc madame se grattait les cheveux derrière. Non, c'était pas une main levée. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà tenté des trucs sur l'expérience collaborateur? Volontairement, j'utilise cette expression, tenter des trucs, pas forcément des démarches construites. Ok, un petit peu des expérimentations aussi. Très bien. Merci. Voilà, comme ça on pourra creuser sur certains points si nécessaire, et n'hésitez pas à garder vos questions aussi pour la fin. On prendra les questions à la fin. On a tout un temps vraiment important qui est dédié à ça pour qu'on puisse créer un échange à la fin de cette conférence. Alors, je ne me suis pas encore présenté, donc Mathieu Giovanni, j'ai la chance de travailler avec deux équipes formidables. L'équipe Phoenixo, que vous voyez ici, sur lesquelles on accompagne nos clients sur les temps courts, à horizon 6 mois, un an, sur du design d'expérience, que ce soit pour le client ou pour les collaborateurs, et sur les transformations d'organisation. Et également avec le coup d'après, sur lesquels on utilise les outils de la prospective créative et du design fiction pour projeter des produits et des organisations à des horizons 5, 10, 15 ans, que ce soit pour des organisations françaises ou européennes. Et donc derrière ce Rex, pourquoi je vous parle des équipes? Parce que derrière ce Rex, là c'est moi aujourd'hui qui prends la parole, mais il y a une équipe qui, avec laquelle j'ai la chance de partager au quotidien et qui m'a éclairé sur tout un tas de décisions à prendre pendant ces 2 ans. Donc Fabien, Cédric et Romain. Cédric et Romain que vous retrouverez demain sur des conférences. Cédric pour son atelier des top 10 des pratiques agiles à Fort ROI, et Romain pour sa conférence « L'agilité ne va pas tout de suite sauver le monde, il y a quelques merdes à régler avant ». Alors, quand on préparait cette conférence avec Fanchon et Valérie, elles m'ont posé cette question: pourquoi parler de design à l'Agile Touraine? C'est quand même une bonne question. J'ai cherché, on est à peu près la seule conférence qui parle de design cette année. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est qu'on est hyper bien accueillis à Rennes par l'équipe d'Orga et par tout le public. Et donc, ça fait une bonne raison de venir à Rennes. Bon, bravo à vous. La deuxième raison, c'est parce que ces approches d'agilité et de design sont présentes en ce moment dans les organisations, qu'elles cherchent à projeter des produits, des services, des organisations, et à remettre en cause des statu quo, des postulats, et à chercher à expérimenter pour trouver la bonne voie pour l'équipe, pour le contexte. Et c'est en ça qu'elles se rejoignent. Elles ne viennent pas forcément des mêmes arrière-plans, des mêmes backgrounds, mais elles se rejoignent là-dessus, et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'en parler aujourd'hui pour l'expérience collaborateur. Alors justement, je vais laisser la parole ensuite à Fanchon qui va nous présenter l'équipe, les défis et l'envie, d'où c'est parti en fait, cette idée de travailler sur l'expérience collaborateur.
Il n'y a pas beaucoup de RH dans la salle. J'ai bien compris ce matin qu'ils étaient souvent absents des sujets agiles. Donc c'est pour vous montrer que ça peut aussi venir des initiatives RH. Ils sont des parties prenantes importantes, mais ça peut aussi venir de nous, l'envie d'aller sur ces sujets-là. Et pour parler de la Maïf, aujourd'hui, une direction des richesses humaines comme la nôtre, c'est environ 150 collaborateurs, au service donc je disais de 8000 salariés. Et en 2018, avec l'arrivée aussi de notre nouvelle DRH, parce que c'est aussi des gens qui font changer les choses, qui donnent et qui impulsent, on est passé sur une nouvelle organisation qui se voulait déjà un peu plus agile, c'était notre idée, en mettant les clients au cœur et en changeant un peu notre système très, on va dire, classique, hiérarchique, où on avait une direction de la paye, une direction de l'administration du personnel, etc. Et ça se matérialise par un petit peu ce qu'on appelle, nous, nos pétales, nos 5 communautés que vous voyez apparaître sur l'écran, avec des noms qui ont beaucoup fait rire et interpeller au sein même de notre direction et de notre entreprise, mais qui voulaient montrer aussi la rupture, le fait qu'on voulait passer sur autre chose. Et pour vous parler des expérienceurs, qui est donc l'équipe que j'ai la chance d'accompagner et qui m'accompagne aussi sur tous ces sujets-là, c'était à la fois la logique d'expérience collaborateur et à la fois la logique d'expérimentation que l'on voulait porter dans notre nom. Et qu'on essaye de matérialiser. Et on est vraiment une fonction support. On est une 12 personnes aujourd'hui au service de la promesse richesse humaine qu'on porte dans l'entreprise et donc qui concerne l'ensemble des collaborateurs avec cette notion nouvelle qu'on a apportée de faire vivre des expériences et de ne pas se contenter d'apporter ce qui est obligatoire. Hein, puisque le métier RH, c'est quand même respecter des règles, faire appliquer des règles aussi, être en conformité, mais à travers ça, on est tous des êtres humains qui sommes en interaction et on vit beaucoup dans l'entreprise. Donc comment on fait en sorte qu'on vive aussi des belles expériences, même dans des situations où ce n'est pas toujours facile, puisqu'on ramène aussi des moments de vie très importants dans l'entreprise. Et c'était vraiment, c'est encore notre enjeu, d'où le fait de le matérialiser par une équipe. Donc vous voyez l'équipe s'afficher devant vous. Et dans cette équipe, il y a Valérie. Et je vais laisser Valérie continuer. Donc effectivement, dans cette communauté d'expérienceurs, notre raison d'être, c'est vraiment de faire vivre la promesse des richesses humaines que vous avez vu afficher tout à l'heure. Et on a pour ça 2 missions principales. La première, c'est vraiment de proposer, de faciliter, d'innover autour du parcours collaborateur. Et la seconde mission, c'est vraiment de communiquer et de porter notre marque employeur. Donc on verra tout au long de cette présentation que effectivement, le design est vraiment au service de ces 2 missions. Alors, ça a commencé, Fanchon, cette histoire. Merci pour la transition, Valérie. Alors, cette histoire, c'est un chemin. J'ai beaucoup entendu de choses ce matin qui font écho, hein, puisque souvent les intervenants disaient finalement, est-ce que c'est la même chose dans toutes les entreprises? Oui. On nomme pas forcément les choses dès le début, pour le coup. C'est-à-dire que nous, on a des plans stratégiques à 4 ans. Et le plan stratégique de 2015 qui nous a beaucoup marqué dans l'entreprise, c'est à ce moment-là, d'ailleurs, avec Valérie, qu'on a commencé à travailler ensemble, s'appelait l'audace de la confiance. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur cette période-là, sur le rapport à la confiance dans l'entreprise, dans une entreprise d'assurance. Hein, donc là aussi, c'est particulier aussi. Et comment on travaille sur ce management de la confiance, comment on change les rapports au contrôle, le rapport entre le manager et le collaborateur, l'autonomie, la créativité, l'ouverture, comment on travaille sur tous ces sujets-là. Et on n'appelait pas encore ça l'expérience collaborateur, mais beaucoup d'entreprises avec qui j'échange aujourd'hui me disent que c'est la première chose finalement quand on décide de se lancer, nous aujourd'hui, sur l'expérience collaborateur, qu'on attaque en premier. C'est le rapport à la relation managériale et le rôle du manager et du collaborateur, comment on crée moins de hiérarchie, comment on travaille tout ça. Donc nous, on n'appelait pas encore ça à travailler sur l'expérience collaborateur, mais c'est vraiment un socle très important qui nous permet aujourd'hui d'aller plus loin et de travailler l'expérience collaborateur. Dans le plan stratégique d'aujourd'hui, qui va encore continuer jusqu'en 2022, on a vraiment inscrit ça, par contre, dans notre plan stratégique, cette logique d'expérience en symétrie pour les sociétaires, nos clients, et pour les collaborateurs, en étant convaincu que plus on applique en interne ce qu'on veut démontrer en externe et l'attention qu'on porte en externe à nos clients, plus elle est vécue en interne, plus c'est facile de la comprendre et de la faire vivre en externe. Et c'est dans ce sens-là qu'on a vraiment inscrit dans notre plan stratégique l'envie d'aller travailler sur l'expérience des collaborateurs et des sociétaires.
Et pour ce faire, bien sûr, on s'appuie également sur des choses qui ont été travaillées, des ingrédients. Qu'est-ce qui fait, et c'est les ingrédients que peuvent travailler toutes les marques, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on laisse un souvenir, une empreinte? Et cette empreinte Maïf, on se rend bien compte que finalement, peu importe que je sois à l'intérieur ou à l'extérieur, on laisse une empreinte quelque part. Et ça se travaille à travers des ingrédients. Vous en avez quelques-uns qui sont cités là. On a interrogé à travers là aussi des méthodes, en allant chercher les sociétaires, les collaborateurs, nous dire et nous décrire qu'est-ce qui faisait la différence pour eux et qu'est-ce qu'ils ressentaient de particulier quand ils rentraient soit dans un environnement Maïf, soit quand ils étaient au téléphone en relation avec quelqu'un de la Maïf. Et c'est vraiment ce qu'on essaye, encore une fois, nous, à notre niveau, de travailler en interne sur le parcours collaborateur. Et on vous décrira un petit peu plus c'est quoi chez nous le parcours collaborateur. C'est bien joli quand on a l'ambition, on a le plan stratégique qui est posé. Maintenant, on s'y prend comment? Par où on commence? Le petit schéma qu'a choisi Mathieu, il est vraiment représentatif de ce que j'ai ressenti. C'est que voilà, j'avais une mission, j'avais 12 personnes dans l'équipe qui ont des profils très différents. Vous avez vu un peu les photos, ça va de 21 ans à 58 ans. Dans l'équipe, vous avez des gens qui ont fait de la com, des gens qui ont fait du projet, mais personne qui a une formation ni agile, ni design. Donc en gros, on part avec nos super compétences et notre super envie, mais on n'a pas de tronc commun. Et il faut choisir quelque chose pour attaquer le sujet et le porter ensemble. Il y avait un gros sujet qui était le sujet de l'émotion également. On sait bien que pour laisser une expérience, un bon souvenir, il faut aussi s'intéresser aux émotions. Et finalement, en lisant, en partageant avec d'autres acteurs, je me suis rendu compte que ce sujet-là, il n'y avait pas énormément de moyens de l'approcher. Et c'est à cette occasion que j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu et que ça a fait tilt entre design, émotion, expérience collaborateur, et que je lui ai demandé de nous accompagner, de nous aider, non pas pour devenir des designers, mais bien pour inculquer chez nous cette posture du designer, cette écoute et cette approche qui, pour moi, est très riche et pouvait nous permettre, en tout cas, de voir les choses autrement. Merci Fanchon. Et donc, on va maintenant revenir sur les différents éléments d'avancement de l'équipe, de progression de l'équipe sur ces 2 ans, sur lesquels on a cherché à développer la posture et l'œil du designer sur une équipe, comme le disait Fanchon, qui n'est pas formée et dont ce n'est pas le métier. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Alors, avant qu'on rentre dans le détail de ces éléments, revenir peut-être sur ce qu'est le design. Je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle. Généralement, quand je te pose cette question à l'Agile Tour, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des designers dans la salle ou pas? Oui, 1, ok. 2, super. Donc on va définir ce que c'est que le design pour tout le monde. Le design, je reprends la définition de Stéphane Vial, c'est un processus qui a pour finalité de créer des expériences à vivre en transformant les usages. Fanchon l'illustrait, cette notion de transformation qui a derrière cette réflexion sur le parcours collaborateur. Et sur quel socle est-ce qu'on s'est appuyé? Sur le socle du design de service, puisque une expérience collaborateur, c'est une expérience de service qui est vécue à l'intérieur d'une entreprise. On peut considérer que les collaborateurs sont une forme de client interne. Et donc on a repris ce cadre bien connu du double diamant, sur lequel, sur le premier diamant, on a l'espace de la problématique. On se pose la question du contexte, des cibles et de comment est-ce que ces cibles se... Attendez, hop. Voilà. Petit souci de micro. Comment est-ce que ces cibles peuvent, se comportent en fait dans l'environnement. Et sur le deuxième diamant, explorer tout un tas de solutions. Si on parle des pratiques derrière, sur le premier diamant, c'est des pratiques qui viennent de la recherche en sciences sociales, cartographie des parties prenantes que vous avez creusé ce matin avec Simon. J'imagine que vous étiez presque tous là ce matin pour en parler avec Simon, qui vous a donné tout un tas de clés sur le sujet. L'observation, l'interview, le vie-ma-vie, qu'on appelle également filature. Voilà, tout ce socle de pratiques qui viennent des sciences sociales et du design, enfin réappropriés par le design. Et ensuite, le persona, la cartographie d'expérience qui nous permet de synthétiser tous ces éléments, tous ces signaux qu'on a pu capter sur le terrain. Et en socle de pratique, sur le deuxième diamant, ça va être plutôt des pratiques de créativité et des pratiques de prototypage. Parce que quand on a imaginé une nouvelle expérience pour le collaborateur, il s'agit ensuite de la confronter à la réalité, de la mettre dans les mains des collaborateurs, de faire vivre des choses, on vous en parlera dans un instant, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent réagir par rapport à ce qu'on propose. Voilà un peu le socle sur lequel on s'est appuyé, socle qu'on avait synthétisé dans un livre. Alors la Maïf a été
le client un peu bêta-testeur de ce livre. Ils ont eu la version en avant-première de ce livre très pratique qu'on a appelé Principe d'action et kit de pratique, qui regroupe tout un tas d'approches de design et tout un tas de templates pour pouvoir avancer sur les projets et qui a pu aider l'équipe au quotidien à avancer. J'ai eu quelques exemplaires, si vous voulez les feuilleter à la fin, je vous les montrerai. Et donc fort de ce socle méthodologique et de ce kit, ensuite on a démarré l'accompagnement autour de 3 piliers. Premier pilier, une montée en compétences des équipes. Deuxième pilier, le coaching des projets, puisqu'on apprend par le faire. Et le troisième pilier, c'est l'appui sur les référentes. Valérie fait partie des référentes. Si Valérie, tu veux un peu nous parler de ce rôle. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir être référente. Alors, parce que j'avais envie, mais je ne suis pas du tout une experte, ni ma collègue. On a aussi monté en compétences en même temps que l'équipe. Mais en tout cas, notre rôle, c'était vraiment d'accompagner, et c'est toujours du reste, d'accompagner l'équipe donc sur leur montée en compétences, de les accompagner individuellement, collectivement, de faire le lien aussi entre toutes les personnes ici présentes, entre la partie théorique et puis ensuite la pratique, comment on ancre toutes ces pratiques dans notre récurrent. Donc ça, c'était vraiment notre rôle. Et puis aussi d'être en veille sur ces différentes méthodes pour aussi apporter, on va dire, des informations qui pouvaient aider l'équipe tout au long de ces deux années. Et donc on va zoomer sur cette partie de la montée en compétences, développer la posture du designer, comme le disait Fanchon. Ça s'est articulé sur 2 ans. On a démarré au dernier trimestre de l'année 2019, juste avant la Covid. Donc ça, c'était en présentiel. Et ensuite, on a eu des temps forts, principalement à distance, mais également en présentiel, pour terminer par une learning expédition. Je vais revenir sur ces différents points. La formation, c'était une formation initialement design thinking qu'on a orientée, adaptée sur l'expérience collaborateur et sur le design de service, sur lequel l'équipe, pendant 2 jours, pratique énormément, plus de la moitié du temps en fait qui est sur la pratique, et ça commence à créer un socle d'expérience commune pour l'équipe. Et si Valérie, tu veux nous en dire 2 mots sur le ressenti de l'équipe. Donc effectivement, là, vous avez la version théorique, toujours. Mon rôle étant d'apporter le côté pratique et ce qu'a vécu l'équipe. Disons, on a démarré, voilà, c'était vraiment le grand bain. On arrivait, on n'avait pas d'a priori. On était sur une base de confiance. Fanchon nous dit, on y va. Oui, ok, pas de souci, on y va. Mais on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est pas grave. Donc vraiment un vrai enthousiasme de l'équipe. Et puis une réelle envie, on se retrouvait tous ensemble. Et puis c'est une équipe aussi qui a soif d'apprendre, donc j'ai envie de dire tous les ingrédients étaient au rendez-vous. Au fur et à mesure de ces 2 jours, vous imaginez bien, parce que là, le livre, il y a pas mal de choses quand même dedans. C'était quand même dense, beaucoup d'informations. Et comme à chaque fois qu'on fait ce genre de formation, bien, les doutes, au fur et à mesure des 2 jours, commencent un peu à arriver, et surtout du questionnement, en se disant, mais t'es sûr, Fanchon, que c'est pour nous, ça? T'es sûr qu'on va pouvoir mettre ça en pratique dès demain, quand on va rentrer dans nos équipes, enfin, dans notre service? Donc voilà, un petit peu le ressenti de l'équipe sur ces 2 journées. Et ensuite, pour lever ces doutes, on a organisé des temps forts. Tous les trimestres, donc tous les 3 mois, un temps fort d'une demi-journée à peu près, sur lequel on choisissait une thématique complémentaire à ce qu'on avait vu en formation. Ça pouvait être la recherche utilisateur, des techniques de cadrage, des éléments sur la problématique, des éléments sur la synthèse visuelle des conclusions qu'on a captées sur le terrain, et sur lesquels on a amené l'équipe à échanger. Et à chaque fois, il y avait un apport théorique et puis des ateliers pour mettre en pratique des nouveaux éléments qui permettaient aussi de redonner confiance à l'équipe par cette pratique et ensuite d'aller plus loin sur les différents projets. Alors, ce qui est important, c'est vrai, c'est l'équilibre qu'on a trouvé entre nous 3, c'est-à-dire qu'on avait 3 regards à la fois différents, mais on avait le même objectif au bout, c'était que ça serve le client, que ça serve l'expérience. Et comme l'a dit Valérie, on a surmonté quelques montagnes, on en a encore beaucoup à surmonter, parce que c'est vraiment un travail, comme tout ce qui a été dit ce matin, les transformations, et cette transformation-là qui prend les choses différemment, elle est très longue quand même. Et donc ça veut dire pour moi, si je prends du point de vue du manager, l'importance vraiment de garder ce fil
tout au long des rituels. Il y a les temps forts dont on parle, mais c'est ces rituels qu'on a d'équipes autres qu'on retrouve dans l'agilité aussi, où à un moment donné, il faut à chaque fois reporter le pourquoi on le fait. Vous avez des doutes, je les écoute et on les travaille ensemble. Et le langage commun, c'est quand même quelque chose sur lequel on a passé beaucoup de temps. C'est vrai. Moi, je n'avais pas forcément identifié ça dès le départ, mais très vite, l'équipe avait besoin de mettre des termes accessibles pour eux sur les termes qui sont parfois un peu techniques, hein, cartographie d'expérience, etc. En imaginaire, ça peut donner plein de choses différentes, mais d'être capable de les vulgariser et de les expliquer aux commanditaires, etc. Et c'est sur ces choses-là qu'on revenait beaucoup lors des temps forts, parce que finalement, comment on rend ça à la fois accessible et qu'on se sent légitime. Il y avait un vrai sujet de légitimité au sein de l'équipe, de dire bah, « Ok, je suis formée et tu me donnes un terrain de jeu, mais finalement, en quoi je suis meilleure que les autres pour y aller et puis de toute façon, est-ce qu'on va m'écouter, etc. » Donc c'est vraiment important de garder ces 3 dimensions et cette dynamique tout au long, en tout cas, des 2 ans qu'on a menés. Et sur la légitimité, pour faire écho à ce que dit Fanchon, on a eu toute une session aussi qui était sur comment est-ce que je présente ce nouveau savoir-faire en tant que membre de l'équipe et comment est-ce que je peux le présenter à d'autres communautés RH et pouvoir montrer mon savoir-faire et montrer en quoi est-ce que je peux aider l'entreprise. Et le 3e temps, je dirais une forme de temps de conclusion, qui est une learning expédition sur le design. Moi, j'ai apporté mon point de vue et mon approche, et on a construit des choses ensemble. Donc ça a été devenu notre approche sur le design d'expérience. Mais il y a tout un tas d'autres acteurs qui se posent des questions, et notamment l'école de design de Nantes, avec laquelle j'ai la chance de travailler. On est allé voir un labo avec toute l'équipe de la Maïf et voir comment est-ce que les étudiants en master travaillaient dans ce labo. Et également le conseil départemental de la Loire-Atlantique, qui a développé depuis une dizaine d'années une spécificité sur le design des politiques publiques. Ils sont référents en France et en Europe sur ces questions, avec tout un tas de publications, et ils nous ont montré leur savoir-faire, et on a pu échanger entre l'équipe Maïf et les équipes du conseil départemental sur ces questions. Et j'imagine que c'était assez enrichissant. C'est sûr, on en redemande tous. Sur la Learning Expedition, clairement, dans les échanges qu'on a eu avec Mathieu, c'était vraiment une de mes attentes assez fortes dès le début, parce que dans le diamant, il y a l'ouverture dès le début, et on a vite tendance à oublier cette séquence-là, c'est-à-dire qu'on se met en mouvement, on trouve une problématique, on amène nos démarches qu'on a superbement découverte avec Mathieu dans son livre, que je vous recommande fortement, qui est un livre qui est surtout les bureaux quand on est en présentiel, puisque ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et clairement, c'était vraiment l'envie que là aussi, le diamant soit permanent dans l'esprit de l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir tout le temps. Et c'est assez frustrant parce que sur ce sujet de l'expérience collaborateur, finalement, on n'a pas beaucoup d'endroits, comme l'Agile Tour par exemple, pour s'ouvrir et s'enrichir sur ces sujets-là. On a beaucoup de veille sur les innovations RH, la digitalisation de la RH, et clairement, on a fait plein de choses, et ce n'est pas le but de partager aujourd'hui, mais on a fait plein de choses là-dessus aussi. Mais je trouve qu'il manque ce partage et ce lieu où on peut partager sur ça. Et la Learning Expedition, on voit bien que même dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le parcours collaborateur, nous a beaucoup inspiré, nous a rappelé que oui, l'observation, c'est super important, même sur nos sujets RH, c'est pas facile d'aller observer des gens qui sont en entretien individuel, avant qu'on nous ouvre la porte pour aller observer ce qui se passe réellement, c'est compliqué. Donc c'est des sujets où on a tendance plutôt à nous décrire ce qui se passe, mais à ne pas pouvoir beaucoup observer vraiment les usages sur le terrain. Donc c'est un challenge hyper intéressant. Et clairement, la learning que nous a proposé Mathieu, il avait beaucoup de contraintes, hein. La contrainte force le talent. Il ne fallait pas que ça soit loin, on était en pleine Covid. Et puis, il fallait trouver des sujets qui pouvaient faire le lien avec nous. Donc Paris réussit et l'équipe était ravie de vivre ça aussi ensemble. On prend un peu de recul sur l'ensemble des 2 ans. Valérie, est-ce que tu veux nous parler de la manière dont l'équipe a pu se comporter et a pu vivre en fait les choses? Oui, effectivement, la synthèse de ces 2 ans et de tous ces temps, ce que je peux vous dire, c'est que émotionnellement, le design n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, je vous mentirais si je vous disais le contraire. Effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un socle confiance qui était important. Et cette confiance, à chaque fois qu'on vivait un temps fort, elle revenait, j'ai envie de dire, sur l'échelle de 0 à 10, hop, ça remontait immédiatement. Et puis, on a vu 2 profils arriver dans l'équipe. Le profil de la personne qui s'est formée, mais son terrain de jeu opérationnel ne lui permet pas forcément
de mettre en place cette méthode de façon régulière. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et puis effectivement, d'autres personnes dans l'équipe qui se sont confrontées à des projets qu'ils ont menés du coup avec le double diamant, soit dans la totalité, c'est-à-dire de la phase d'exploration jusqu'à l'expérimentation, soit en prenant juste une partie du diamant. Et là, la période de doute arrive parce qu'on est confronté à plusieurs choses. Et c'était du coup assez drôle, je vais refaire référence au livre, mais on est devant le bouquin de Mathieu qui est super, mais on se dit, ouah, par où je commence? J'ai un projet, j'ai un bon de commande, par où j'attaque? Quelle méthode j'emploie en priorité? Comment je m'y prends? Ensuite, on a effectivement le doute parce qu'on arrive devant le commanditaire et là qui est plutôt sceptique et qui dit waouh, non mais ce que tu me proposes là, j'y crois pas trop. Enfin, donc voilà, donc il y a, on voit bien avec la courbe, hein, on a oscillé entre confiance, doute, questionnement, mais toujours, hein, on n'a jamais perdu l'envie de faire, et c'est ça qui est important. C'est que je pense que cette façon de voir les choses donne quand même à chaque fois de l'énergie et on est reparti. Merci. Et tous les éléments là qu'on vous a cités, les verbatim, etc., sont issus d'un travail de rétrospective d'une certaine manière qui a été fait il y a une dizaine de jours par l'équipe que vous voyez ici. Un très très beau cadeau puisque c'est un travail de rétrospective sur le design fait sous forme de cartographie d'expérience. Et donc ils m'ont présenté ça il y a des jours en m'offrant en plus un super t-shirt. Donc voilà, je suis ravi avec toutes les signatures. Je lui ai dit qu'on était très déçus par contre parce qu'il n'a pas mis son t-shirt qui était bleu. Aux couleurs de la gestion. Voilà, donc c'est un des prochains défis. Prochain défi, ça marche. Défi à relever. Alors concrètement sur les projets, on va en parler et on va voir aussi le cadre qui a été posé, le cadre de ce parcours collaborateur, si tu veux nous en dire deux mots, Fanchon. Alors effectivement, comme il n'y a pas forcément de RH dans la salle, que j'explique un tout petit peu plus ce qu'est le parcours, mais beaucoup d'entre vous doivent être salariés, donc je pense que vous savez très bien, puisque vous le vivez, vous êtes vous-même des clients. Notre terrain de jeu à nous, ce n'est pas toute l'expérience collaborateur dans son ensemble dans l'entreprise. C'est énorme. Finalement, on vit une expérience au quotidien, tous les jours. Et donc, on ne traite pas, par exemple, à la RH, le rapport que vous avez avec vos outils de travail. Par exemple, ça, c'est une autre équipe qui le gère. Donc, bien sûr, on est en interaction tous, puisque ce qui compte, ce n'est pas de savoir qui le traite, mais le résultat pour l'utilisateur. Mais c'est pour vous dire que notre terrain de jeu, il est vaste et en même temps, on ne traite pas tout. Donc, le parcours collaborateur, c'est déjà la mise en relation et la rencontre de la Maïf avec un candidat potentiel, d'où la marque employeur dont parlait Valérie tout à l'heure. C'est comment on se présente, comment on crée la relation dès le départ avec ce candidat potentiel, jusqu'à la sortie de l'entreprise. Et la sortie, ça peut être des sorties avec des retours aussi, si on a été alternant, etc. Donc c'est tous ces chemins-là et ces moments clés qu'on a matérialisés par des étapes qui sont en soi assez classiques. Il n'y a pas de surprise à travers tout ça, mais comment on fait en sorte que finalement, ça ne soit pas linéaire et qu'à chaque moment d'expérience que je vis, j'ai une expérience, je disais un peu Maïf, un peu différente, sans être dans le... on n'a pas l'ambition d'être waouh surtout, parce que quand on nous dit je ne suis pas retenu sur une mobilité interne où je n'ai pas mon augmentation de salaire, on ne va pas non plus sauter de joie et mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Mais comment on fait que ça soit fait humainement, que ça ne me démotive pas pour repostuler par exemple après, puisqu'il faut savoir qu'à la Maïf, on n'a pas un problème du tout de turnover. Donc là, nous, on n'a pas le souci finalement de gens qu'on voudrait retenir parce qu'ils ont envie de partir. Ils ont envie de rester, mais comment on garde la flamme pendant toutes ces années? Parce que finalement, ça aussi, c'est pas forcément évident. Et plus le client est satisfait, plus il est exigeant, en fait. Donc, ce sont des vrais enjeux. Donc, je vais vous parler des projets du coup, qui ont vu le jour avec cette façon de travailler dans notre communauté. Alors, rappelez-vous, on a deux missions, une mission projet, une mission com. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que dans ces deux missions, ces techniques de design ont été employées. Donc ça, c'était vraiment une vraie réussite pour nous. Parce qu'au démarrage, on avait forcément des freins. Oui, c'est pour le projet, mais ce n'est pas pour la com, etc. Et en fin de compte, on a vu que des projets ont été menés de cette façon-là. Alors, il y a eu des projets qui ont été faits avec l'intégralité du diamant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, un projet autour de l'évaluation. Donc, on a vraiment été jusqu'au bout avec une expérimentation qui est toujours en cours.
On a effectivement travaillé sur les premières briques du parcours que vous avez vu, pré-boarding, onboarding, parce que c'est souvent là où on commence à travailler l'expérience collaborateur. On a été assez classique sur cette partie-là. Et puis ensuite, on a pris deux sujets, les aidants et les seniors. Donc les seniors, pourquoi? Parce qu'on a aussi une entreprise où on a une tranche d'âge importante sur les plus de 52 ans. Donc c'est pour ça qu'on a pris cette cible. Et on a cherché, enfin le bon de commande, il avait deux axes. Le premier axe, c'était d'avoir du quantitatif, donc où étaient nos seniors, voilà, un peu vraiment les statistiques. Je n'ai pas du tout, enfin j'ai pas participé en tout cas à cette recherche. Et après, on avait une partie qualitative, et c'est là où on est intervenu, donc les expérienceurs, en allant effectivement chercher les besoins utilisateurs, en faisant vraiment ce qu'on appelle la recherche utilisateur. Et c'est là où j'ai été confrontée à un commanditaire quand je lui ai proposé donc, de faire cette recherche qualitative en employant cette méthode de recherche utilisateur et que je lui ai dit, en gros, on va faire 10-12 interviews. Moi, j'étais convaincue, donc je suis arrivée en étant la plus convaincante possible, en disant mais ça marche, on a testé, etc. Mais là, je me suis vite rendu compte que ça ne suffisait pas du tout à convaincre le commanditaire, qui avait vraiment de la peur en fin de compte. Mais comment tu peux me dire qu'avec 10 ou 12 interviews, on va avoir des données pertinentes? On est 8000, donc tes 10-12 interviews, Valérie, ça ne va pas du tout marcher. Il faut mieux qu'on passe par une étude qualitative, mais avec un questionnaire, avec X questions. On va envoyer à tous nos seniors de l'entreprise. Enfin, voilà. Et là, j'avoue que j'étais un peu désarmée, parce que, ben voilà, convaincue, mais je n'avais pas du tout imaginé avoir ces réticences. Donc j'ai fait « Allô, j'appelle un ami, Mathieu, est-ce que tu peux m'aider ?» pour effectivement travailler un argumentaire et puis en tout cas me donner des éléments pour convaincre le commanditaire. Donc ça a été vraiment un frein important. Alors il y avait deux éléments importants qui ont marqué, je pense, parce que quand on a présenté le projet, on n'a pas eu d'objection. Donc, le premier, c'était effectivement de dire on est en entreprise, il faut qu'on soit vigilant sur les bénéfices de cette étude par rapport aux coûts. Et puis aussi, juste bien prendre conscience qu'il nous faut juste ce qu'il faut, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour avoir des données pertinentes et bien rassurer sur le fait que, effectivement, là, du coup, c'est quand même un coût peu élevé, et qu'on peut de toute façon refaire aussi des choses derrière avec des éléments un peu plus concrets. Et ce qui a aussi bien fonctionné, c'est qu'on a toujours embarqué une personne de l'équipe, là c'était une personne donc, de l'équipe qualité de vie au travail, qui a mené les entretiens donc, avec moi et qui a pu comme ça toucher du doigt aussi de façon très opérationnelle et de se rendre compte que ça marche. Donc voilà, et donc c'était la spirale positive. J'ai réussi à convaincre à la fois la personne qui travaille avec moi et à la fois ses commanditaires, les commanditaires. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet senior, et ça me permet de rebondir sur quelque chose. Je vous parlais de convaincre les commanditaires. On avait aussi un enjeu, c'était d'embarquer les collaborateurs RH, parce qu'effectivement, on parle de design, etc. Mais c'est comme quand on est expert, hein, celui qui est à côté, OK, de quoi il me parle. Donc pour ça, on s'est dit, on va effectivement créer un lieu, enfin un concept d'abord, et un lieu d'innovation. Vous voyez la photo ici, donc on n'avait pas forcément de budget, donc on avait trouvé un espace au 4e étage qui ne servait pas. Stockage et courrier. Voilà, effectivement, donc il y avait plein de choses qui ne servaient pas. Et avec la récupération, enfin voilà, on a créé ce lieu où on mène des conférences. On a mené des conférences sur le design. Alors Mathieu en avait animé une, donc, et aussi où on a fait venir des entreprises pour nous expliquer aussi leur expérience autour de ce sujet. Et on mène aussi des conférences sur le parcours collaborateur. Donc voilà, pour vivre des expériences aussi. Et pour compléter ce que dit Valérie, c'est l'endroit où on réunit aussi des utilisateurs, bien sûr. C'est un lieu où on se sent bien, on essaye de s'ouvrir les chakras. Et voilà, il est pour l'instant ouvert qu'à
direction, parce que comme je vous disais, c'est déjà acculturer nos acteurs RH pour qu'eux-mêmes essaiment et travaillent avec les autres sur les sujets où ils sont finalement légitimes et maîtres. Et c'est vrai que l'acculturation, c'est un travail sans fin. On a eu besoin de le matérialiser pour aussi, c'est la logique aussi des preuves pour soi, hein, des petits paliers pour avancer, mais clairement, c'est important pour l'équipe aussi. On parlait des réussites, de à quoi j'ai abouti au bout de 2 ans. Il y a des projets, ça aboutit, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a aussi un lieu qui nous représente et qui va entretenir un peu la flamme. Et c'est important d'essayer de continuer à le matérialiser aussi pour l'équipe. Puis les retours utilisateurs, enfin ceux qui ont vécu ces conférences, etc., on va aussi chercher leurs retours et ça nous permet aussi, nous, d'évoluer et de se rendre compte que parfois le langage qu'on emploie, ce n'est pas incompréhensible, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus opérationnel. Enfin voilà, on a aussi beaucoup avancé et progressé grâce à ces retours et à ce lieu où on a pu faire différents événements. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Moi, forcément, je peux qu'être contente parce que le contrat que j'ai passé, je vois vraiment les bénéfices. Et même si c'est des petits pas, enfin, Valérie, elle vous transmet elle est la voix de l'équipe. Hein. Je pense qu'il y a à la fois les preuves que ça bouge, il y a des sujets qu'on a pu attaquer, alors que clairement, c'est des sujets où il y a des irritants depuis des années. Et finalement, on ne s'y attaquait pas. Donc, je trouve que voilà, le design nous permet finalement d'aborder ces sujets-là de manière assez simple. Valérie l'a dit plusieurs fois, on peut, selon les moyens, le temps disponible, prendre tout le diamant avec nous, ou simplement, et c'est déjà un petit pas qui est positif, prendre qu'une partie de la démarche, vous voyez, en sortant de la logique. Et l'exemple des entretiens, des interviews est très intéressant. C'est vrai qu'en RH, on est beaucoup dans des logiques de sécurisation. Il faut prouver que le nombre a dit ça, parce que si on n'a pas la preuve et qu'on fait bouger une politique sociale, ça ne va pas toucher le plus grand nombre, on va avoir des difficultés, etc. Donc, on est quand même dans une culture, je pense souvent RH qui est comme ça. Donc c'est important de pouvoir aussi apporter quelque chose qui fait bouger ces perceptions-là et vraiment la manière dont Mathieu aussi, parce que c'est une histoire d'hommes aussi, de personnes, la manière dont Mathieu s'est adapté à notre environnement, notre contexte est très important, mais on voit bien qu'aussi les démarches qu'il a amenées sont adaptées. Et elles peuvent vivre à côté d'autres choses. C'est ce que disait Mathieu, ça peut vivre avec autre chose comme l'agilité par exemple. Alors justement, la suite. Alors la suite, pour l'équipe, toi tu vois ça comment, Madame la référente ? Alors, pour l'équipe, du coup, j'ai la chance de poursuivre en tant que référente. Hein, donc ça, c'est aussi un beau cadeau. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je trouve que le design permet de faire le pas à côté et permet l'ouverture. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret. Sur un projet mobilité qu'on n'a pas forcément évoqué tout à l'heure, mais je pense que ça montre le pas de côté, c'est qu'on s'est mis dans une posture avec ces méthodes de design. On n'a pas été très loin dans le projet, on a juste, j'ai envie de dire c'était déjà énorme, aidé à l'écriture d'un cahier des charges pour un éditeur, mais on a vraiment utilisé toutes ces méthodes. Et je pense, il n'y a pas cet éditeur dans la salle, c'est dommage, mais en tout cas, ou peut-être, mais en tout cas, ils ont été très, très étonnés parce que là, on retrouvait tous les besoins utilisateurs et du coup, il y avait une fluidité pour nous proposer derrière un outil parce qu'ils avaient tous les éléments pour travailler. Et il n'y a pas eu d'aller-retour. Du coup, il y a eu un gain de temps aussi important sur ce sujet-là. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Ça nous donne cette possibilité de faire ce pas de côté et d'adopter une posture d'ouverture qui est juste, pour moi, hyper intéressante. Donc allez-y. Donc on continue notre transformation et la transition est toute trouvée avec l'Agile Tour puisque notre enjeu maintenant, c'est de réconcilier aussi et de travailler mieux ensemble avec d'autres acteurs de l'entreprise pour que ce soit de plus en plus fluide et sans couture, et notamment avec tout ce qui est informatique. Et donc, on va tenter une organisation agile à partir de janvier avec une logique produit sur des sujets RH, ce qui n'est pas forcément simple puisque c'est souvent des actions qui se répètent du quotidien. Donc, comment on arrive à faire de l'amélioration continue et de l'innovation sur des logiques où il y a un peu d'outils
parfois surtout de la relation et du service. Et voilà, cet enjeu, on va l'attaquer avec une équipe de 25 personnes. On va tester des rôles de PO. Moi, je vais avoir la chance de tenter le rôle de business owner sur ce sujet-là, qu'on va appeler parcours et solutions richesses humaines. Et ça sera peut-être l'occasion de repartager encore d'autres vécus et d'autres expériences. Merci à Valérie, merci à Fanchon, à la fois d'avoir fait la route et puis d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Merci à vous pour votre attention. On a une petite dizaine de minutes devant nous. On vous a tendu des tas de perches pendant la conférence. Normalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas creusées. Donc c'est le moment si vous avez des questions. Et puis on est preneur de vos feedbacks, bien sûr, sur le Rôti Express. Je vois qu'il y a 2 bras levés. Madame derrière. Du coup, on avait vraiment illustré le parcours collaborateur, enfin en tout cas le parcours que pouvait vivre un collaborateur dans le cadre de sa mobilité. Donc avec toutes les étapes, avec tous les freins et pour toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que pas seulement pour le collaborateur, mais aussi pour le gestionnaire. Donc il y avait à chaque fois cette recherche d'équilibre entre la satisfaction du collaborateur et aussi la satisfaction du gestionnaire. Parce que si on satisfaisait le collaborateur, mais au détriment du gestionnaire qui devait passer, je ne sais pas, 3 heures à lire une demande de mobilité, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc ça a vraiment été... Enfin, si vous imaginez un cahier des charges où c'est hyper classique, où on va écrire des grandes phrases sur ce qu'on a besoin, etc. Et du coup, il y a une source d'interprétation possible. Alors que là, comme c'était très illustratif, du coup, il n'y avait pas de possibilité d'interpréter les choses et de vouloir coller à tout prix à l'outil, en fin de compte. En fait, on est plus parti des usages, d'ailleurs, que des besoins, en fait. On a illustré les usages des différentes parties prenantes. Oui, moi j'ai vu sur les photos, là, on voit, voilà, vous êtes en plein atelier avec des ateliers qui ont certainement des canevas et tout ça. Est-ce que vous avez créé un kit aussi pour peut-être avec du papier, avec des objets, pour faciliter ces ateliers ou pas du tout en fait? Tu fais référence peut-être à ça. Peut-être la boîte à outils du facilitateur ou le kit, c'est un kit de template. C'est donc numérique ou physique, enfin imprimé. On n'a pas une boîte comme les kits de design de service en fait, qui sont faits par SAP ou autre de ce type-là. On n'a pas eu besoin en fait d'aller là-dessus. On va dire qu'il y a aussi ce travail de 2 ans, c'est fait principalement à distance aussi. Pour les raisons que vous connaissez. Et donc, on n'a pas eu un besoin particulièrement de matérialiser ça. Ensuite, moi, mon rôle, il a été d'accompagner sur les projets et pas forcément de faire les projets avec l'équipe. Et donc, là-dessus, si j'ai pu donner des directions sur tout un tas de choses, ça, par exemple, c'est pas une direction, enfin, c'est pas une suggestion que j'ai faite. On aurait pu l'imaginer. Je ne sais pas si le besoin s'en est fait ressentir, mais on n'a pas utilisé ce type de kit. On a plutôt utilisé des Lego sur la partie formation, et ensuite des templates de type persona, cartographie d'expérience, des templates que nous-mêmes, Phoenixo, on a créé spécifiquement pour la Maïf, sur comment est-ce que je cadre nos recherches utilisateurs, comment est-ce que je définis des axes de travail, voilà, des choses en fait qui viennent de notre expérience et qu'on a fait spécifiquement pour ce contexte-là. Après, moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'on a toujours été en adaptation, en fin de compte, des outils. On se rend compte, ok, on a un kit, mais à chaque fois qu'on a un projet, ils sont tellement différents qu'on se re-questionne systématiquement sur qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce qui sera intéressant à prendre ou pas. Et voire même le kit, parfois, on le modifie aussi. Enfin, il y a des templates qu'on a mis, entre guillemets, à notre sauce sur un projet X ou Y. Donc, on n'a pas forcément eu l'utilité.
Alors, j'avais une question sur, est-ce que sur ces 2 ans, vous avez dû apprendre à renoncer à certaines choses ou à reculer certaines choses? C'est le problème de l'entreprise elle-même, en fait. Donc, oui, par la force des choses, je suis obligée, moi aussi, de freiner, en fait, parce qu'il y a un budget, il y a du temps, il y a des gens en capacité de faire ou pas. Et puis, on ne peut pas faire seul. Donc, il ne faut pas qu'on impose. Ça vous fait quoi ce matin? On ne peut pas imposer le calendrier aux autres. Donc, oui, forcément, on a dû renoncer. Mais déjà, dès le début, on a choisi nos combats sur les sujets. Comme je vous disais, il y a des irritants sur, finalement, chaque moment clé du parcours collaborateur. On parle que des irritants, il y a bien sûr des très belles choses aussi. Mais du coup, on a dû équilibrer entre les quick wins, qui étaient finalement visibles facilement et qui concernaient un plus grand nombre, et puis des sujets qui étaient stratégiques pour nous cette année-là. Et il y a des sujets qu'on va bien sûr continuer sur plusieurs années et qui ne se règlent pas en un sprint. Voilà, il y a aussi ça. Donc oui, on a appris à renoncer, mais c'est parfois un peu frustrant, effectivement, de ne pas réussir à embarquer certaines parties prenantes sur des sujets qui nous paraissent plus faciles à régler plus vite, mais qui sont peut-être moins visibles pour ce commanditaire et où on pourrait vraiment vite faire des différences. Mais c'est dès qu'on touche la culture, la posture, voilà. C'est pas forcément par de l'outillage, justement, et des choses faciles à changer, en fait. Et puis j'ai envie de rajouter, on travaille depuis plusieurs mois sur la mesure relationnelle qui devrait nous permettre aussi de gérer nos priorités. Et ce n'est pas toujours évident de mesurer l'expérience et les émotions. Expliquer derrière ce projet, parce qu'on ne l'a pas forcément embarqué avec Mathieu, ce n'est pas un des sujets qu'on a travaillé avec Mathieu, mais dans la relation qu'on a avec l'extérieur, vous êtes en tant que sociétaire client interrogé sur la qualité de la relation que la Maïf a avec vous quand vous raccrochez, quand vous avez un sinistre. On a l'ambition de faire la même chose avec les salariés, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez contacter la RH ou que vous allez être en interaction avec la RH lors d'un entretien de mobilité, lors d'un entretien de formation professionnelle, ou quand vous avez demandé des questions sur vos congés, vous ne comprenez pas le versement d'une prime ou d'un fonctionnement sur la maladie, etc., désormais, on demande d'évaluer la qualité de la relation que vous avez eue avec les RH. C'est quelque chose de... Voilà, quand on a commencé à parler de ça chez nous, ça commence à faire très peur. Donc, il y a une équipe qui s'est vraiment embarquée sur le sujet et qui, maintenant, c'est normal. Ça fait partie de son amélioration continue. Elle ne peut même pas imaginer plus demander de feedback. Et puis, il y a d'autres équipes, et voilà, ça fait partie des... C'est pas un renoncement parce qu'on lâche pas, mais ça fait partie des rythmes où on n'a pas réussi à aller à la vitesse qu'on souhaitait. On aurait bien aimé, par exemple, qu'à la fin de cette année, ça faisait partie des objectifs des expérienceurs, on puisse vraiment mesurer tout type de situation d'interaction RH avec le salarié, et on n'est pas en mesure encore de le faire. Voilà. Mais ça montre bien que ça s'accompagne aussi de la capacité à s'autoriser sur des sujets pas simples, de demander l'avis de son client interne. Et voilà, sur ces questions-là, c'est pas évident. Un grand merci pour la session, j'ai vraiment adoré. Juste une question par rapport à la dynamique d'équipe, les 12 personnes. Le design apporte vraiment une exploration aussi des comportements. Comment ça a impacté la dynamique de votre propre équipe? Qu'est-ce que ça a apporté en tant qu'équipe? Alors, peut-être faut parler de choses qui étaient là aussi un peu avant, parce que là aussi, pour moi, le design, il arrive au bon moment, parce qu'il y a une maturité, voilà, c'est vraiment lié au contexte. Depuis de nombreuses années, on travaille beaucoup sur le feedback, déjà. Le feedback, c'est oser entendre et oser dire, dans l'entreprise de manière générale, et puis également sur les comportements les uns vis-à-vis des autres. Donc, clairement, ce terreau-là, quand même, était très favorable. Et puis, j'avoue que c'est quelque chose auquel moi, je tiens personnellement en tant que manager. Et donc, quand l'équipe s'est créée, je pense que c'est la première chose que j'ai dû dire à l'équipe, c'est je n'accepterai pas qu'on ne se dise pas les choses. Et si c'est difficile, on apprendra à le faire ensemble. Mais on pourra avancer, apprendre, grandir et faire bouger les autres que si nous-mêmes, finalement, on respire ça. Ça se sent. Et je pense un des meilleurs témoignages que j'ai pu avoir de mes pairs, c'est quand ils me disent, mais quand on bascule dans votre paysager, juste on sent qu'il y a un truc différent, il y a le plaisir au travail, il y a l'envie de challenger, voilà. Et pourtant on ne fait pas des métiers faciles. Si on parle de la com, on peut dire que mettre de l'UX dans les communications Covid, ça n'a pas été très facile toute l'année, depuis 2 ans. Voilà, donc on a aussi des sujets, et confronter ces deux choses-là, c'est compliqué. Et donc je pense qu'effectivement, c'était déjà dans notre état d'esprit que le design ne fait que renforcer, nous donne des atouts supplémentaires pour distiller ça
ailleurs? Moi, j'ai envie de rajouter que ça a créé quand même de la cohésion. Là, je vais parler pour moi, parce que la communication, c'est un domaine que je ne connais pas. Grâce au design, je parle avec des gens qui font de la communication. On se comprend, voilà, et je peux même les accompagner sur différents sujets. Donc, ça crée indirectement de la cohésion, parce que ça permet aussi la connaissance du métier de l'autre. Et dans une équipe où il y a différents métiers, je trouve que c'est vraiment un plus. En tout cas, ça crée cette cohésion d'équipe. Arrête là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.